Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour ce premier atelier de la matinée par ici, ce premier, en tout cas, cette première tranche horaire. Je suis assez content de voir que le sujet que nous allons aborder, c'est-à-dire l'utilité sociétale des entreprises, des marques, des organisations et la manière de la nourrir à travers des engagements, des grands engagements, c'est un sujet dont on partage visiblement l'importance. Alors c'est ce qui va nous occuper pendant 45 minutes. Je suis Philippe Raffin, je suis vice-président du cabinet LinkUp, donc je vais vous présenter en quelques mots et quelques images à la fois l'activité et finalement le pourquoi un intérêt particulier pour cette notion d'utilité sociétale. Mais on va avoir une discussion en réalité à trois avec mes deux camarades de ce matin. Alors, d'une part, Florian Breton, qui est fondateur d'une structure qu'il va vous présenter pour ceux qui ne la connaissent pas, mais qui commence à avoir une certaine notoriété, qui s'appelle Mimosa, et qui d'ailleurs a été lauréate hier, un des 8 lauréats du grand prix de la marque engagée. Et Laurence Bedeau, qui est associée au cabinet Elab, un cabinet dont je vais vous raconter en quoi j'ai presque un conflit d'intérêt en parlant, mais c'est un cabinet auquel LinkUp s'est associé il y a un an. Et vous allez voir que cette notion d'utilité sociétale, elle est pour nous quelque chose de central dans le travail qu'on a décidé de mener en commun. Alors, ça pète, elle est là. Donc, un mot sur qui est LinkUp. LinkUp, on est un cabinet conseil qui a été créé en 2010, qui réunit une trentaine de personnes et qui articule en fait trois dimensions dans la RSE. La première, c'est la dimension de l'engagement, de la co-construction de démarches RSE ambitieuses et la reconnexion de ces démarches aussi avec le business, qui est souvent une des problématiques centrales dans la progression en termes de RSE et le business et le projet de l'entreprise. Et justement, cette reconnexion entre RSE et projet de l'entreprise, on va voir que c'est un élément qui parle d'une manière sous-jacente d'utilité sociétale. Ensuite, la deuxième dimension qu'on articule, c'est le récit, raconter ça. Donc trouver le ton juste pour ne pas être tellement juste que finalement on endort tout le monde, parce qu'on sait que la RSE c'est complexe et on manie en permanence la complexité, et en même temps avoir donc de l'impact, mais ne pas avoir un impact au détriment de la précision et de la justesse, et en tout cas de la vérité, et donc ne pas franchir la ligne du greenwashing. Et puis la troisième dimension que l'on articule, c'est la mobilisation. Alors la mobilisation, c'est évidemment la mobilisation des collaborateurs d'une entreprise. Curieusement, on a tous remarqué qu'avant le Covid, c'était un peu la dernière roue du carrosse en termes de préoccupation pour les entreprises en termes de RSE, et on a tous vu qu'au sortir du Covid, c'est remonté en haut de la pile en termes de priorité. Il faut absolument que les collaborateurs comprennent les enjeux RSE, adhèrent à la stratégie RSE et deviennent des ambassadeurs ou des acteurs en tout cas de cette stratégie RSE. Et puis la mobilisation, c'est aussi chez LinkUp un maniement depuis le début, et en réalité depuis avant la création du cabinet, de techniques de sciences comportementales, un mot barbare qui s'appelle le marketing social et qui agit sur les comportements. Et en l'occurrence, on a beaucoup travaillé sur des comportements liés à la santé publique, à la prévention de l'obésité, à la motivation pour reprendre l'activité physique, à l'arrêt du tabac, à la vaccination, etc. Mais depuis quelques années, là aussi, le champ de la RSE rejoint le champ du marketing social, c'est-à-dire comment les comportements citoyens, l'adhésion à des éco-gestes, mais même au-delà de ça, l'adhésion à des habitudes de vie différentes dans un monde qui est en train de changer à vitesse grand V, comment ces changements-là peuvent être activés. On est Bicorp depuis
3 ans et demi ou 4 ans. On est en cours de recertification. Et par ailleurs, on a, depuis 1 an et demi, adopté le statut d'entreprise à mission et on est membre de la communauté des entreprises à mission. Alors, il y a 1 an, on a décidé de s'associer à ELAB, qui est un cabinet d'études et de conseil en communication. Éventuellement, Laurence, si elle le souhaite, complétera de quelques mots la description du métier d'ELAB. Mais en tout cas, c'est un cabinet qui a une activité hybride. Et ce que je viens de vous montrer, c'est évidemment aussi une hybridation. Donc on a décidé, après avoir fait connaissance et avoir longuement discuté sur notre vision des enjeux des entreprises, des marques ou des organisations, on a décidé de s'associer, de se marier. Et on l'a fait finalement autour d'un socle commun qui était sous-jacent à l'ensemble des discussions et derrière les mots, et en particulier de notre côté LinkUp, du mot de la RSE, qui est un mot valise évidemment pratique que je ne vais pas renier, mais je vous dirai dans un instant en quoi c'est également un mot piège. Mais derrière ces mots-là et derrière la description qu'ELAB nous faisait de leurs activités, la manière dont ils accompagnaient leurs clients, on voyait bien qu'il y avait un socle commun qui nous sautait aux yeux, c'est-à-dire que nos missions avaient pour but, in fine, de définir, de révéler et de faire partager l'utilité sociétale de nos clients, et que c'était quelque chose qui nous associait d'une manière spontanée. C'est devenu donc notre positionnement commun. Alors, ELAB a ses clients, LinkUp a ses clients, mais nous avons de plus en plus de clients communs que nous allons voir en commun, parce que nos 2 hybridations se complètent plutôt bien, et même plutôt enfin, elles se mettent en place plus rapidement qu'on l'avait même envisagé. Et donc, du coup, notre positionnement commun est bien autour du fait d'accroître, enfin de la promesse d'accroître l'utilité sociétale de nos clients. Alors, je vais vous dire en 2 mots, globalement, pour finalement camper le sujet de l'utilité sociétale et son importance pour nous. Je vais vous faire un petit panorama rapide d'introduction sur ce qui fait que, au-delà de ce que je viens de vous dire et sur l'importance que ELAB et LinkUp mettent à travailler là-dessus, pourquoi c'est le bon moment et pourquoi, dans le temple de la RSE, on peut parler d'utilité sociétale et comment. ProDurable, je crois, on est à sa 16e édition, si je ne dis pas de bêtises. Daniel Deruy, j'ai essayé de lui extraire hier soir les chiffres de la première journée. Elle est restée mutique, mais mon petit doigt me dit qu'il y avait 13 000 inscrits. Et je pense qu'on doit en tout cas avoir dépassé les 10 000 visiteurs. Il y a pour la première fois 2 étages au Palais des Congrès pour ProDurable. Et ceux qui commencent à venir régulièrement depuis plusieurs années se souviennent des moments où, quand c'était 5 000, 6 000, c'était déjà, on avait tous l'impression qu'il se passait quelque chose. Il y avait une espèce de momentum autour de la RSE et qu'on n'était plus dans le petit club très fermé des premières éditions. Bon, voilà. Ce qu'on voit, c'est que la RSE, parce que le ProDurable est probablement un des thermomètres, parmi d'autres, mais un des thermomètres qui traduit le fait que la RSE est devenue mainstream. Mais ce qu'on sent tous aussi, c'est que derrière cette mainstreamisation de la RSE, il y a une perception de plus en plus importante de la part des parties prenantes, mais en particulier des clients ou des consommateurs, du fait que c'est le nouveau contrat de base. Et on peut assez facilement mesurer comment, dans les dernières années, des marques, par exemple, ou des entreprises qui s'exprimaient il y a quelques années en mettant en avant d'une manière assez forte des engagements particuliers, des attributs particuliers sur lesquels ils avaient travaillé en matière de RSE pour créer une préférence vis-à-vis de leurs clients ou de leurs consommateurs. Pour beaucoup d'entre eux, on sait comment 5 ans ou 6 ans après, c'est devenu un peu le contrat de base, c'est-à-dire qu'en fait tous les acteurs d'un même secteur le font et que les consommateurs ou les clients perçoivent ça comme le minimum légal. Et ça, c'est le signe de quelque chose qui est en train
finalement infuser la RSE dans l'ensemble des métiers. Et la fameuse phrase qu'on entend assez régulièrement, un jour il n'y aura plus de responsable ou de directeur ou de directrice RSE dans les entreprises parce que ce sera partout et que tout le monde se sera approprié. On sait que c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a aussi l'effet de la réglementation, qui est un rouleau compresseur extrêmement fort, et donc la perception aussi que les entreprises, dans leur RSE, elles ne font qu'appliquer une obligation réglementaire, et puis une perception qui vient assez facilement que tant que les entreprises ou les marques n'ont pas une certaine pression, pour ne pas dire le couteau sous la gorge, elles ne sont pas si allantes à avancer, et que quand on a une réglementation comme la réglementation européenne qui est en train d'arriver, même s'il a été un tout petit peu décalé dans ses échéances, apporte une telle pression sur l'entreprise, il faut absolument changer. Mais elles le font plutôt contraintes. Et puis, il y a cette notion de cette surenchère des labels. Si en B2B, presque autant qu'en B2C, évidemment un peu plus en B2C pour les consommateurs, mais cette notion que finalement les labels se multiplient et que cette surenchère de labels est suspecte. Et d'ailleurs, il y avait un article il y a 2 semaines dans LSA qui faisait un tour des grands labels autour de la RSE élargie. Il y avait le label rouge, donc pas exactement un label RSE, mais en tout cas des grands labels en agroalimentaire auxquels les consommateurs sont exposés, et leur perception. Et là, on voyait un défi de plus en plus important vis-à-vis de la crédibilité, en tout cas un soupçon vis-à-vis d'insincérité vis-à-vis de ces labels de la part des consommateurs. Autrement dit, la RSE est devenue une condition nécessaire, absolument nécessaire, mais qui n'est plus suffisante. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Les entreprises doivent dépasser cette approche et mener une réflexion plus large sur les bénéfices économiques, sociaux et sociétaux et environnementaux de leurs activités vis-à-vis de leurs parties prenantes, et finalement se poser une question qui appelle la fameuse expression en bon français « license to operate », mon droit dans un espace sociétal à mener mon activité. Peut-être avez-vous en tête cette étude qui était parue il y a 4-5 ans aux États-Unis et qui disait que si 77% des marques auxquelles les Américains, c'est aux États-Unis, étaient exposées disparaissaient, les consommateurs ne s'en rendraient pas compte. Donc peu importe la proportion, peu importe le fait que c'est aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en Europe ou en France, mais ça amène une réflexion, en tout cas, sur cette notion d'utilité dans l'espace sociétal. Et d'ailleurs, cette utilité, au moment du Covid, on a tous compris en quoi c'était une notion qui nous ramenait au contrat social. Et on a applaudi tous les soirs des gens qu'on n'avait pas l'habitude de regarder de cette manière. On a peut-être moins applaudi les caissières, mais je pense que dans le fond, on les avait aussi, ou les personnels de ménage, ou les éboueurs, etc. La notion d'utilité sociétale, qui auparavant était une notion réservée au monde de l'entreprise sociale et solidaire, est soudain apparue au sein de nos sociétés comme quelque chose de très important. Alors, il se trouve que le contexte sociétal pour ce glissement vers, et ce travail vers l'utilité sociétale est plutôt favorable. Il est favorable parce que les entreprises sont considérées par les Français finalement comme des acteurs légitimes pour être des gros contributeurs à la transformation. Une étude ELAB mentionne, qui a été menée pour l'Institut de l'entreprise en novembre 2022, si je ne m'abuse, c'est ça, fin d'année dernière, mentionne les entreprises comme le 3e acteur le plus légitime pour avoir le pouvoir d'améliorer le monde, derrière les citoyens eux-mêmes et derrière les soignants, mais avant les ONG.
Et les ONG ont longtemps été dans le top 3 des acteurs perçus comme extrêmement légitimes pour pouvoir faire changer les choses. Les ONG ont perdu ce statut au profit des entreprises. Alors, elles sont derrière, hein, mais en tout cas, les entreprises sont véritablement perçues par les citoyens comme des acteurs qui ont probablement, d'ailleurs, dans un raisonnement d'échelle, la capacité à donner une échelle à la transformation. Les jeunes, de leur côté, placent l'utilité pour la société d'une manière très très importante. C'est une étude, là pour le coup, pas des labs, mais publiée par la Fondation Jean Jaurès il y a aussi un an avec BVA, qui montre que les jeunes placent l'utilité pour la société à 38% en troisième position. Derrière, la création d'emplois, évidemment, donc concernant les entreprises, la création d'emplois, 51%, et l'épanouissement des salariés, 40%, donc 38% sur l'utilité pour la société. Donc le troisième critère de considération par les jeunes. Une autre étude qui a été menée par l'EDEC et NewGen, là aussi en 2022, montre que pour les jeunes qui sortent des grandes écoles, 78% d'entre eux considèrent que l'impact sociétal est un critère déterminant dans le choix de leur premier emploi. Et près de 7 sur 10 déclarent vouloir ou aimer résoudre des enjeux environnementaux. On a la loi Pacte, qui finalement est une exception, si je ne dis pas de bêtises, mondiale, parce que quand on travaille avec des acteurs au niveau ne serait-ce que pan-européen, sans sortir du continent, on a besoin d'expliquer ce que c'est, on a besoin d'expliquer ce que c'est qu'une société à mission. Alors, certes, il y avait aux États-Unis depuis plusieurs années un statut particulier qui avait été créé de mémoire dans le Delaware pour protéger certaines entreprises qui voulaient avoir une mission sociétale, et donc ça s'appelle B Corporation, si je ne dis pas de bêtises, à ne pas confondre avec le label B Corp, mais c'est une échelle qui n'a rien à voir avec l'échelle qu'a voulu donner le gouvernement avec la loi Pacte. Et la loi Pacte a finalement remis l'entreprise comme acteur central du pacte social, en invitant les entreprises à réfléchir sur leur raison d'être. Alors oui, il y a eu la première vague, probablement, des raisons d'être qui ont fleuri très très vite et peut-être trop vite. Mais cette notion de travail sur la raison d'être est mécaniquement, évidemment, une incitation à se reposer des questions sur son ADN et se reposer des questions, évidemment, sur son utilité dans la société. Alors, il y a des grandes marques ou des grandes entreprises qui, certaines depuis presque 20 ans, ont travaillé sur leur utilité sociétale d'une manière ou d'une autre. Alors, je pense à une entreprise comme Veolia, qui a été une des premières en France à définir sa raison d'être, et dont le patron, Antoine Frérot, dit « Une entreprise est prospère parce qu'elle est utile, et non l'inverse », qui est un propos assez intéressant. Antoine Frérot, qui est le président de l'Institut de l'entreprise, si je ne dis pas de bêtises, Laurence. Était. Bon. Michelin, alors vous avez probablement vu cette campagne qu'on voit assez fréquemment ces temps-ci de Michelin, qui montre en fait, qui essaye de rendre visible son utilité dans la mobilité à travers un film qui montre des pneus blancs de métro, de voitures, d'avions, etc. Mais derrière d'ailleurs cette manière de dire, regardez, on est quand même très important pour la mobilité partout. Il y a aussi un deuxième agenda sur l'utilité, qui est un glissement vers l'innovation et vers le mouvement, et non plus uniquement vers la mobilité, avec des déclarations d'entreprise sur une espèce de transition douce à travers l'innovation, vers autre chose que uniquement des pneus. Autre exemple, Bell, qui est une entreprise qui s'était déjà distinguée fin 2018 en signant une charte agricole avec des éleveurs laitiers dont on sait que le revenu est extrêmement faible et surtout la prévisibilité des revenus à venir est très très compliquée. En général, ils n'ont pas de contrat pluriannuel, et qui avait, donc avec l'aide de WWF, et nous avions
participé à cette démarche-là, monter une charte d'achat laitier qui s'engageait sur un revenu pendant 3 ans, et un revenu qui était évidemment supérieur à la moyenne du marché, et qui faisait supporter à Bell les risques de variation à venir, en contrepartie d'un niveau de qualité attendu et ensuite réexpliqué aux consommateurs du lait qui était fourni. Kiri, une marque du groupe Bell, est également en train de faire une campagne autour de la sensibilisation à la biodiversité. Et là aussi, on est dans une autre manière de révéler son utilité sociétale parce qu'évidemment, on est sur un sujet qui est consubstantiel à la qualité du lait qui finalement donne ce fromage-là. Si je remonte un tout petit peu plus loin, vous vous souvenez qu'à partir... Enfin, certaines ou certains d'entre vous se souviendront qu'en 2005, la marque Dove avait mené une campagne avec des moyens très très importants autour de la révélation de la beauté de chaque femme, quel que soit son physique, quel que soit son âge, quel que soit... et qui a travaillé pendant plus de 10 ans autour de ce thème-là pour essayer de, là aussi, révéler quelle était l'utilité sociétale d'un savon ou de gamme de produits assez basiques qui pourtant avaient un rôle très très important et qui finalement rendait un service de mise en avant de cette beauté de chacune. Deux derniers exemples à citer, il y en a quand même... Il commence à y en avoir un certain nombre. La SNCF qui travaille autour qui revient à son utilité sociétale à chaque fois qu'elle parle depuis 4, 5, 6 ans de l'impact carbone du choix du train versus l'automobile ou l'avion. Ou dans un autre registre, le groupe Pierre et Vacances Center Park qui s'est donné en tant que leader du tourisme de proximité en Europe, en France en particulier, la mission de travailler de régénérer cette notion de tourisme de proximité, d'authenticité, de retour à la nature, de retour à la connexion avec les écosystèmes locaux dans lesquels leurs sites sont implantés, et d'ailleurs du slow travel, c'est-à-dire aussi de la reconnexion avec soi-même. Et tout ça, c'est une démarche qui, là aussi, parle de à quoi je sers dans la société. Donc, j'en termine là. Au fond, retravailler son utilité sociétale, c'est opérer collectivement. C'est-à-dire que c'est un travail qui, on en parlera dans un instant sur des sujets concrets, enfin des cas concrets, mais collectivement signifiant que c'est un travail qui se fait avec des parties prenantes internes et externes, mais c'est un retour aux sources. C'est revenir finalement à ce qui était la vision, la mission, l'ambition et la légitimité d'une proposition de valeur et souvent du projet initial. Et d'ailleurs, lorsqu'on travaille avec nos clients sur cette notion d'utilité sociétale, cette introspection nous ramène très souvent aux premières heures de la fondation. Et c'est intéressant de voir que beaucoup d'entreprises, ou de marques d'ailleurs, ont oublié, ou leurs acteurs ont un peu oublié comment avait été initialement créée et pourquoi avait été initialement créée cette entreprise ou cette marque. Et le fait de retravailler là-dessus est un élément important pour redonner une force à ce sentiment d'utilité sociétale. Et en tout cas, nous, c'est avec des méthodologies spécifiques à cette notion à la fois d'utilité sociétale et, puisque maintenant ça va être ma transition avec Florian, en particulier d'engagement, de grand engagement pour nourrir cette utilité sociétale, que nous travaillons avec ces méthodologies pour accompagner nos clients. Alors, j'en termine là. J'espère que je n'ai pas été trop long sur mon introduction. Je vais passer la parole, Florian, pour que tu nous redises qui est Mimosa. Et une fois que tu nous auras simplement décrit Mimosa, je vais lancer 3 petits films courts qui vont camper le décor sur le programme en particulier qui nous servira d'axe de discussion autour de l'utilité sociétale.
Merci Philippe. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis le fondateur de Mimosa. Donc Mimosa est une plateforme de financement un peu particulière à double titre, puisque déjà premièrement on est spécialiste de la thématique transition agricole et alimentaire. Et la deuxième particularité, c'est qu'on est une plateforme de financement hybride entre le participatif sociétal citoyen grâce à une communauté de 500 000 membres aujourd'hui qui sont connectés à la plateforme et qui, à travers nous, se connectent à l'agriculture, à l'alimentation et sont sincèrement engagés concrètement à travers leurs finances, leur épargne, pour la mettre au service de la cause. Et puis, deuxièmement, une plateforme hybride aussi, puisque nous engageons les marques, les institutionnels dans le financement de nos projets. Donc, on a aujourd'hui 7 ans, un peu plus de 7 ans. On a financé en France et en Belgique un peu plus de 6500 projets, ce qui est un record mondial pour une plateforme thématique. C'est tous les mois entre 80 et 100 projets que nous finançons, partout en France et un petit peu en Belgique. On s'appuie, comme je vous le disais, sur une communauté de 500 000 personnes. Donc c'est une communauté de la taille de la ville de Lyon, qui est aujourd'hui, ou l'agglomération de Lyon, qui est connectée à Mimosa. Mimosa assume aussi son rôle de pédagogie, de médias et presque un peu de rôle politique pour que la société civile fasse corps aujourd'hui avec le monde agricole. Un monde agricole qui a malheureusement depuis un certain nombre d'années été un peu marginalisé, assez incompris, et qui aujourd'hui est un acteur, enfin on va dire un secteur dont les agriculteurs sont des héros du climat, héros de l'environnement, héros de notre alimentation, et très connectés aux grands enjeux du XXIe siècle. Pour ceux qui s'intéressent aux objectifs du développement durable, et je pense que c'est le cas dans cette salle, c'est à peu près 14 des 17 thématiques des ODD qui sont aujourd'hui connectées à l'agriculture. Donc les grands défis qu'adresse l'agriculture, c'est bien évidemment le climat, l'environnement, l'alimentation, la démographie, la transition énergétique, et j'en passe. J'aime bien dire que ce sont à la fois des soldats du climat, mais aussi nos meilleurs casques bleus, parce que vous le savez, c'est une armée de la paix dans le monde. Hein. Quand il y a des soucis alimentaires dans des régions du monde, ça finit souvent très mal. Et donc ce sont aussi à la fois par la souveraineté alimentaire qu'ils apportent, par la sécurité alimentaire aussi, de formidables gardiens de notre paix commune. Et donc le deuxième métier, donc le financement, premier métier, c'est financer des projets. Donc aujourd'hui on a déployé un peu plus de 120 millions d'euros, mais il y a une vraie dynamique commerciale puisque par année, sur une année comme 2023, on déploie à peu près entre 35 et 40 millions d'euros sur la thématique, grâce aux citoyens, aux entreprises et aux institutionnels. Et pour aller plus loin, au-delà de notre thématique, on a créé également un fonds de dette, qui est le premier de la thématique en Europe, souscrit par quelques acteurs comme dans l'institutionnel, la Caisse des dépôts, le Fonds européen d'investissement, des fondations d'entreprises, qui placent de manière utile leur trésorerie, quelques family office, mais également des entreprises. On peut citer au passage des entreprises comme Groupama et Carrefour qui sont souscripteurs de ce fonds de dette. Et cela nous permet, notamment sur des projets de financement, on va dire d'investissement, d'accompagner des projets entre 15 000 et 2 millions d'euros de manière extrêmement simple et rapide, puisque notre engagement vis-à-vis des porteurs de projets, c'est de les financer en moins de 15 jours. Donc, vous voyez, ça va très vite. Donc le don avec contrepartie. On finance des projets, on a des contreparties comme des produits, des séjours ou des expériences à la ferme ou dans des brasseries. Et donc ça crée du lien social, ça suscite des vocations, enjeu de renouvellement des générations dans la thématique. Et puis également des produits d'investissement, d'épargne, où les gens placent leur épargne, sont rémunérés. Et puis grâce aux instituts et aux corpos, c'est un petit peu la même logique, plutôt à travers le fonds. Donc ça, c'est le premier métier de Mimosa, c'est vraiment de financer des projets de transition avec une logique d'analyse qui est aussi une logique extra-financière, où on s'intéresse à la fois au volet économique, social et écologique de la thématique que nous accompagnons. Donc agriculture, agroalimentaire et énergie renouvelable. Et puis le deuxième métier de l'entreprise, c'est depuis 2018, c'est aussi d'accompagner des marques, des entreprises, à la fois en stimulant un peu leur politique RSE pour les engager dans le financement de nos projets, mais aussi à révéler leurs engagements de plusieurs manières, soit par des appels à projets, soit par des plateformes de financement même. Par exemple, Carrefour a une plateforme qui s'appelle jeparticipe.mimosa.com, .carrefour.com, pardon, désolé, qui permet aussi à ses propres consommateurs, détenteurs de cartes Carrefour Banque, etc., de devenir acteurs des projets de transition des fournisseurs Carrefour. Soit aussi par des embarquements, quelquefois, sur du packaging. C'est le cas avec Innocente, avec un QR code, etc. Donc on active aussi les consommateurs parce que je crois profondément que l'enjeu de la transition n'est pas qu'un enjeu
politiques ou des acteurs agriculteurs eux-mêmes, c'est aussi un enjeu et une mobilisation sociétale, citoyenne, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Et donc, il est important aujourd'hui que les consommateurs et les citoyens que nous sommes soient associés à ces enjeux de transition. Et donc, depuis 2018, on a eu le privilège de travailler avec une quarantaine de marques, et c'est à peu près entre 15 et 20 marques par an, principalement agroalimentaires, même s'il y a quelques exceptions, c'est vrai. Mais l'enjeu pour nous, et on a aujourd'hui des sollicitations, et c'est tant mieux en ce sens aussi, c'est de décloisonner le sujet et de s'adresser autant à des acteurs de la téléphonie mobile que de la promotion immobilière, que de l'hôtellerie, que du transport, parce que les marques, toutes, et entreprises, sont concernées de près ou de loin par l'agriculture, à la fois par les enjeux environnementaux, climatiques ou alimentaires que la thématique adresse. Donc voilà, c'est vraiment nos deux grands métiers chez Mimosa, financer des projets et engager les marques et les entreprises dans ces enjeux-là. Donc là, je vais peut-être lancer maintenant directement 3 petits films très courts qui vont vous montrer un programme en particulier que tu pourras ensuite commenter, mais qui illustre le deuxième métier que tu évoquais à l'instant. En partenariat avec Mimosa, GRDF et Harris vous présentent Cultivons notre avenir. Je m'appelle Maxime, fils d'agriculteur ici en Seine-et-Marne, à 2 pas du Val-de-Marne. Et il y a 1 an, nous avons avec mon frère Pierre-Édouard créé une société de valorisation des biodéchets. On propose une solution durable mais surtout locale auprès des acteurs locaux comme des collectivités territoriales ou des acteurs privés, des grandes surfaces qui ont des invendus, des acteurs agroalimentaires ou des restaurateurs franciliens. Ces biodéchets sont ensuite valorisés via la méthanisation agricole en gaz renouvelable d'une part et également en engrais naturels que l'on appelle digesta et qui seraient répandus sur nos propres cultures mais également celles de nos agriculteurs partenaires. Nous sommes convaincus que la transition énergétique ne pourra pas se faire sans la mise en place d'une véritable économie circulaire. Aujourd'hui, malheureusement, 18 millions de tonnes sont soit enfouies, soit incinérées chaque année en France. C'est pourquoi nous avons souhaité mettre en place un financement participatif pour pouvoir accroître notre capacité de valorisation des biodéchets et assurer toujours plus une traçabilité de leur réception jusqu'à leur retour au champ. En partenariat avec Mimosa, La Provençale et GRDF vous présentent Cultivons notre avenir. Je m'appelle Laura, je suis productrice de légumes en agriculture biodynamique, juste à côté de Strasbourg. Et avec mes 3 associés et toute l'équipe de la ferme, on produit des légumes toute l'année qu'on va vendre au magasin de vente directe et également à des professionnels. On va avoir environ 60 à 70 légumes tout au long de l'année. En agriculture biodynamique, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un sol vivant. On va mettre du compost qui aura reçu des préparations de plantes avant pour que tout le reste soit vivant, et c'est-à-dire qu'on ait après aussi une vitalité dans les légumes qu'on va proposer aux gens. Mon projet en arrivant à la ferme, c'était vraiment de développer une nouvelle activité. Et cette nouvelle activité, c'est un élevage de poules pondeuses, en bio, bien sûr. Pour mener à bien ce projet, je me suis appuyée sur un financement participatif. L'objectif, c'est d'avoir au magasin des œufs frais, locaux et savoureux, issus de poules heureuses qu'on va soigner avec amour. En partenariat avec Mimosa, Harris et La Provençale vous présentent Cultivons notre avenir. Je m'appelle Simon, je suis sur la ferme avec ma femme Charlotte. On est sur une exploitation céréalière. Je suis fils d'agriculteur et depuis plus de 15 ans, ma ferme est conduite en agriculteur de conservation des sols. Entre 2 cultures qu'on va récolter, on va semer un couvert multi-espèces, de la moutarde, du radis, de la facélie. Les couverts vont apporter au niveau de la biodiversité le gîte et le couvert. Elles vont permettre de donner à manger à toutes les petites bêtes qui sont dans notre sol, les vers de terre, les insectes, mais aussi les protéger vis-à-vis du climat. Je suis également multiplicateur de semences, c'est-à-dire que je ressème des semences certifiées. Ça permet de garder les espèces pures et ces semences-là vont resservir aux autres agriculteurs, ce qui est très important car ça permet de faire perdurer les espèces et les variétés qu'on consomme. Dans cette démarche, j'ai fait appel au financement participatif afin de financer une bineuse qui m'aidera à continuer à protéger mes sols. En partenariat avec Mimosa, GRDF et Harris vous ont présenté Cultivons notre avenir.
Donc, c'est beau, hein. Ouais. Donne-nous un contexte et réexplique-nous quel est ce programme soutenu par M6. Alors le contexte, vous l'avez compris, deuxième métier de Mimosa aussi, c'est d'engager des marques. Il y a un peu plus d'un an, pour aller beaucoup plus loin, on a imaginé, on a sollicité le groupe M6 par, on va dire, sa légitimité aussi sur la thématique pour avoir installé il y a 15 ans en prime time une marque comme L'Amour est dans le pré qui réunit chaque semaine des millions de téléspectateurs. Et qui a été d'ailleurs perçu aussi des décorations à ce titre, notamment du ministère de l'Agriculture. On les a sollicités avec une idée très claire, c'était de monter un dispositif publicitaire inédit dans l'univers, en télé ou en pub de manière générale, qui associerait des marques, donc en lançant un appel à projet sur la thématique agricole avec des critères, un cahier des charges bien précis sur la transition écologique, agroécologique du secteur, avec l'ambition de mobiliser des marques, de les engager par des dotations financières dans des projets, et puis en même temps de faire le relais de ces initiatives en prime time sur M6 à travers des programmes courts. Et donc comment ça s'est passé? En février dernier, à quelques semaines de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, a été réalisé et diffusé un spot avec Hélène Darroze, que certains peut-être d'entre vous connaissent, qui vraiment officialisait le lancement de l'appel à projet avec un rendez-vous pour les agriculteurs sur un site qui s'appelle, et une marque, Cultivons notre avenir, où des agriculteurs étaient appelés à candidater justement, partager leurs besoins de financement, leur cahier des charges, etc. Ce sont des projets qui ensuite ont été accompagnés par, donc c'est un spot qui a été multidiffusé dans des écrans contextualisés lors de la présentation des candidats de L'Amour est dans le pré. Et puis ensuite, on a, nous, Mimosa, fait notre travail, on va dire, de sélection des projets, d'accompagnement et de financement des projets. Donc nous avons financé, entre le mois de mars et le mois de juin, 38 projets. Sur ces 38 projets qu'on a présenté à un jury composé des marques, donc je salue au passage à la fois M6 et le gros travail qu'ils ont réalisé, mais également les 3 marques partenaires sur cette première saison que sont GRDF, La Provençale et Arise. On a présenté des projets pour qu'il y ait 4 lauréats. Ces 4 lauréats, en plus d'avoir été financés, ont perçu des dotations. Donc au total, c'est 100 000 € qui ont été versés par les marques. En plus, pour les marques, d'une visibilité, d'une association à une cause et d'un engagement profond et sincère révélé aussi par les spots publicitaires. Et puis, ce sont des projets qui ont eu un impact sincère. Je pense qu'aujourd'hui, on parle d'utilité sociétale. La réalité, c'est que ces 38 projets ont levé à peu près 1,1 million. Ce sont 1000 hectares en France qui ont été préservés grâce à cet appel à projet. Ce sont 100 emplois qui ont été créés et préservés par ces agriculteurs. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'agriculture, en agriculteur, c'est en moyenne 7 emplois créés et préservés non délocalisables. C'est un acteur économique, social réel sur son territoire, par ses connexions avec les banques, les champs d'agriculture, les coopératives, etc. Et donc, il y a une vraie utilité sociétale. Aujourd'hui, c'est l'angle, mais il y a une vraie aussi utilité environnementale et climatique qu'on a adressée à travers ce formidable projet. Et donc, ces 4 lauréats ont perçu à la fois les dotations et le financement, comme je vous l'ai partagé, mais aussi sont révélés actuellement jusqu'au 5 octobre, tous les samedis soirs à 20h15, donc en prime time sur M6, à travers un programme court. Donc, ce sont 4 portraits fois 2 programmes courts, donc 8 programmes courts qui ont été diffusés, et également le dimanche à 12h30, toutes les semaines. Donc je vous donne rendez-vous sur M6 pour en voir d'autres, bien évidemment. Bravo en tout cas pour ce programme. Alors je sais que c'est un programme qui est qui a des modalités un peu différentes de ce que tu as pu faire par le passé, mais je sais qu'il y a d'autres grandes entreprises qui ont déjà monté des partenariats avec toi pour travailler sur l'amont agricole, Danone. Bien sûr. Je voudrais rapidement passer mais juste oui, en quelques mots, tu me parlais de Danone, tu me parlais de... Exactement. En fait, avec les marques, il y a un petit peu 3 angles de collaboration. Le premier angle, c'est travailler auprès des filières des marques. Donc le groupe Danone, on travaille avec Danone, avec Blédina et Lait de Vache. Le sujet de Danone, c'est à la fois le renouvellement des générations et la décarbonation des filières, donc le scope 3. Puisque aujourd'hui, 65% des émissions du groupe Danone, pour être en accord avec les horizons Paris, il faut décarboner. Et donc, il y a un enjeu. Et Danone se mobilise à travers des primes filières pour décarboner ces filières. Donc nous finançons, aux côtés de leurs primes filières, on a financé en l'espace de 4 ans. Tu vas rapidement nous dire les 2 autres, parce qu'en fait, je vois leur tourner. 300 des 2000 éleveurs. Le deuxième angle, c'est un angle, par exemple, à la Carrefour, où il y a à la fois le soutien aux filières, aux fournisseurs, mais aussi
la mission d'intérêt général, c'est de soutenir des projets qui ne sont pas référencés chez Carrefour. Et le troisième angle pour des acteurs, des marques qui souhaitent s'engager, climat, environnement, alimentation, mais qui n'ont pas de connexion directe avec les acteurs, c'est vraiment de profiter du track record et du deal flow de Mimosa pour soutenir des causes, soutenir des thématiques. Par exemple, on va travailler prochainement avec une marque sur les femmes, donc soutenir des agri-pionnières. Il y a une féminisation de l'agriculture, donc c'est vraiment une thématique femme. Il y en a certains, c'est sur le renouvellement des générations, les jeunes. Il y en a certains, c'est que sur le climat. Donc on a aussi cet angle qui est pas connecté directement, mais qui profite aussi aux marques et qui ont une utilité sociétale. Alors Laurence, j'ai dit en quoi l'utilité sociétale et le travail pour accompagner nos clients était un élément qui nous avait rapprochés. Je ne suis pas sûr que tu aies beaucoup travaillé sur des problématiques liées au monde agricole. Enfin, je ne crois pas, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, j'aimerais bien avoir ton regard sur cette démarche-là. En fait, je suis frappée par la démonstration que Florian vient de faire, peut-être involontairement, mais de à quel point, finalement, s'engager et démontrer son utilité sociétale se distingue de tout ce qui a trait au mécénat. Et loin de moi de relativiser ou de sous-estimer l'importance du mécénat à date dans notre société, beaucoup de causes en ont terriblement besoin, mais s'engager, ça n'est pas faire œuvre de charité. S'engager, et le cas de Danone, je trouvais passionnant, ça demande de la compétence, ça demande de la méthode, et ça demande bien souvent, finalement, d'aller chercher ou de mettre en œuvre une forme de coalition. Et c'est le rôle extraordinaire, entre autres, de Mimosa, que d'être en capacité, finalement, de regrouper des acteurs, des individus, des organisations, des marques, qui, à un moment donné, souffrent, finalement, d'un mal de société. Quand on parle de l'enjeu de la féminisation, ça renvoie à la vulnérabilité, disons-le, d'un certain nombre de femmes dans notre société, de l'accès à une forme d'indépendance économique et de la possibilité de certains métiers que d'accueillir les femmes qui ont beaucoup de compétences à proposer. Quand on parle de renouvellement des générations, c'est aussi le désamour à l'égard de certains métiers dont on dépend pourtant pour vivre. Parce que pour l'agriculture, ça n'est ni plus ni moins que cela. Quand on parle du scope 3 et de la décarbonation, on parle de l'urgence climatique et de l'effondrement qui a commencé, d'après aujourd'hui, tout le monde, ce qui est un peu nouveau et heureux. Mais on le voit bien, à chaque fois, nous avons ou des acteurs qui souffrent directement de cette difficulté, ou d'entreprises, de marques, d'organisations qui y ont contribué, bien longtemps parfois, sans s'en rendre compte, ou sans que ni eux ni la société n'aient besoin de mesurer l'impact de leur activité, et qui, à un moment donné, encouragés parfois par leurs parties prenantes, regardent en face le problème qui se pose et vont contribuer désormais à y trouver des solutions. Ça n'est donc pas simplement, et le financement est fondamental, hein, évidemment, je ne dis pas le contraire, il ne s'agit pas simplement de mettre l'argent là où on en a besoin. S'engager, encore une fois, demande de la méthode, je pense qu'il y en a beaucoup chez Mimosa, des moyens, évidemment, mais surtout des compétences et une coalition. Et ça, je trouve que c'est très frappant, et encore une fois, ça nous éloigne de l'univers et de la persistance mécénat. Aussi. Alors, je sais pas, ça peut être commun avec l'univers du mécénat, mais la persistance... Je pense qu'il y a un enjeu de constance et de temps long. C'est ça. Je voudrais revenir sur un point, si on parle un tout petit peu de communication, parce que parfois, c'est aussi ce qui peut inciter certaines entreprises à y aller, à s'engager, de se dire qu'elles ont besoin de montrer qu'elles font désormais partie de cette cité et qu'elles s'associent à l'ensemble des acteurs pour trouver des réponses à un certain nombre de problèmes. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut le démontrer. Parce que oui, on a aujourd'hui une opinion publique et des consommateurs qui exigent beaucoup de l'entreprise. Certains diront trop. L'entreprise n'est pas l'État. Mais pour autant, oui, les Français aujourd'hui en attendent énormément, et c'est de l'ordre de l'exigence. Et l'écologie, le social et le sociétal ont repoussé les frontières de l'entreprise et l'amènent au-delà de sa responsabilité, au-delà du contrat qu'elle passe avec ses clients, au-delà du contrat qui aujourd'hui est évalué par les critères ESG. Tout ça, c'est de l'ordre de la règle. Mais les Français attendent plus qu'elle règle une partie des problèmes.
Le problème, c'est aussi qu'ils croient assez peu en la parole de l'entreprise. Ils en attendent beaucoup, mais quand elle commence à s'exprimer, a priori, il y a soupçon, il y a doute. Greenwashing, social washing, enfin bref, tout devient washing. Donc on le voit bien. Malheureusement, ça n'est pas si simple que ça. Et alors comment craquer cette contradiction ? Alors la réponse, elle va vous paraître très très simpliste, mais ça marche néanmoins. Il y a, je pense, d'abord un enjeu de cohérence. S'engager dans une cause, dans un grand engagement, qui n'a absolument rien à voir avec l'impact de l'entreprise dans la société, est un véritable risque d'incompréhension, d'illégitimité et donc nécessairement de se retrouver taxé de pur opportunisme. C'est pour ça aussi que se poser la question de son utilité sociétale, c'est revenir aux fondamentaux de la stratégie de l'entreprise et s'interroger sur son impact, sa façon de produire, de commercialiser, de distribuer, de parler aussi de son métier et de la façon dont on met en scène ses produits, ses services et ses parties prenantes. Donc la cohérence, elle est fondamentale. Mais il y a aussi un enjeu de constance et de temps long. L'effet girouette de changement de grande cause on pourrait suivre les grandes causes nationales chaque année et se dire un coup c'est les femmes, un coup c'est les jeunes, un coup c'est les violences. Bon, ça n'a pas véritablement de sens parce qu'on le sait, pour tous les impacts que Florian décrivait à l'instant, de nombre d'hectares, d'émissions de gaz à effet de serre évitées, il faut du temps. C'est vrai que parfois, ce n'est pas tout à fait compatible avec les besoins de la communication, le besoin de résultats pour régler un problème à court terme de l'entreprise. Mais malheureusement, sur la plupart de ces sujets, sans ce temps moyen ou long, il n'y a pas de résultat. Or, la preuve, c'est la condition sine qua non pour être écouté et respecté dans cet engagement. L'utilité, elle se démontre, elle ne s'affirme pas. C'est une des raisons pour laquelle c'est bien de penser son utilité au moins en même temps que l'on regarde sa responsabilité sur les questions écologiques et sociales. Parler d'utilité sociétale avant d'avoir regardé où on en est sur ces critères ESG ou équivalents est un véritable risque, c'est une évidence, parce qu'un jour, on se fait rattraper par la patrouille et on aura beau s'être engagé sur un sujet d'utilité pour la société, on ne pourra pas en espérer en retirer la moindre crédibilité. Laurence, on s'est fait rattraper nous-mêmes par la patrouille, et moi en particulier, parce que je m'aperçois que j'ai probablement été un peu long au début. Donc, je voudrais quand même qu'on puisse voir si on ne peut pas grappiller le temps pour une question, et puis ensuite vous inviter, si vous êtes intéressé par cette discussion, à la continuer avec nous sur le stand de LinkUp, si vous le souhaitez. Mais est-ce qu'il y a une question qu'on peut prendre avant de libérer la salle ? Non, eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. On espère qu'on a pu répondre à des questions que vous vous posiez. Et je vous dis rendez-vous sur le stand si vous souhaitez continuer cette discussion. Merci.